J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Depuis le 21 février 2025 et le retour d'Anwar Haddam en Algérie, la polémique ne cesse d'enfler sur les rapports qu'entretient le pouvoir algérien avec les islamistes, avec les opposants à l'étranger et la politique de l'Mchaml dont on parle. D'ailleurs, elle a été grandement exposée hier à France 2. Lors du JT de France 2, nous avons eu un documentaire de 6 minutes, un reportage, une enquête de 6 minutes. Durant ces 6 minutes, les journalistes de France 2 ont infiltré une opération qui a été menée par le service de l'enseignement algérien en France pour essayer de récupérer des éléments du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le fameux MAC. Et cette enquête, elle a fait susciter énormément de débats et de polémiques, puisqu'on voit comment il y a eu des enregistrements de certains officiels du consulat général d'Algérie à Paris qui négocient avec les éléments du MAC pour leur proposant un deal politique pour leur permettre de pouvoir rentrer sains et saufs et sans aucune inquiétude en Algérie, en réhabilitant leurs droits civiques et politiques, à condition qu'ils acceptent de collaborer avec les services de renseignement algériens lors des enquêtes sur le MAC. Notre sujet, c'est pas l'enquête de France 2. Je pense qu'avec l'enquête de France 2, on a des éléments importants à communiquer là-dessus. On en parlera plus tard. C'est encore frais. Nous sommes en train de vérifier certaines informations, comment elle a été menée, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est de la mauvaise publicité, est-ce que c'est un piège, pas un piège, est-ce que c'est une atteinte à la souveraineté de l'Algérie de filmer à l'intérieur du consulat d'Algérie, oui ou pas. On verra plus tard. On est en train, attendant un petit peu, parce que il y a un sujet beaucoup plus important que nous devons, ce sujet en tout cas, Anwar Haddam, un angle de ce sujet que nous devions diffuser depuis plusieurs jours, et que l'actualité, malheureusement, nous sommes totalement débordés avec les évolutions inquiétantes et alarmantes des relations de l'Algérie et la France. On a toujours été pris par des dossiers encore plus graves et plus compliqués, et plus complexes surtout. Anwar Haddam est revenu au pays le 21 février dernier. Ça a soulevé une polémique parce que c'est pas n'importe qui, c'est un leader islamiste, le Front islamique du salut, ses positions controversées durant la décennie noire, ça on a déjà expliqué. Il est revenu avec son fils en passant par la Turquie et Istanbul. Et depuis Istanbul, il est rentré vers l'Algérie. Et ce passage vers Istanbul, ce passage via Istanbul, a suscité encore plus la polémique, et certains imputent à la Turquie un rôle important dans son retour, ou dans sa réintégration, ou dans sa réhabilitation par le pouvoir algérien actuel, alors que lui, depuis 2005, il essaie de revenir en Algérie, il n'a jamais pu. Il faut savoir que le cas Anwar Haddam pose un problème concernant le rapport qu'entretient le pouvoir algérien avec la mouvance islamiste. Je vous ai expliqué dans une précédente émission que pour le pouvoir algérien, la principale force d'opposition qui le menace, c'est la mouvance islamiste. Que la seule menace sérieuse qui pourrait l'ébranler, qui pourrait le perturber, c'est la menace islamiste. Et que c'est la menace islamiste qu'il faut gérer à tout prix pour empêcher sa chute, ou pour empêcher l'instabilité du pays, ou pour protéger le pays contre l'instabilité, et pour veiller sur la stabilité du pays, et pour éviter de subir ce que nous avons subi durant la décennie noire, à savoir l'avènement d'une rébellion armée qui pourrait être instrumentalisée ou soutenue depuis l'étranger pour faire basculer l'Algérie dans une guerre civile. Le pouvoir algérien n'a pas tort à 100%, mais il n'a pas raison non plus à 100%. Et là, une analyse s'impose. D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le retour d'Anwar Haddam a été négocié et mené par la Direction générale de la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. C'est la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, dirigée aujourd'hui par le général Fatih Moussaoui, alias Sadar, qui a mené cette opération de bout en angle et qui a permis qui a abouti au retour au pays après 32 années d'exil d'Anwar Haddam. Anwar Haddam est passé certes à Istanbul, mais il n'est pas passé la nuit à Istanbul. Nous avons vérifié, certaines rumeurs annonçaient qu'il aurait passé la nuit à Istanbul, c'est pas vrai. Il n'a pas passé de nuit à Istanbul, il est venu directement depuis Washington, Istanbul, directement vers Alger. Il y a eu un temps d'escale, mais il n'y a pas eu une nuit. Il n'est pas passé la nuit là-bas. Du moins, ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête. Je peux même vous donner les horaires de sa venue, de son arrivée à Alger. Nous avons au cours de notre enquête tout expliqué. Parce que malheureusement, il y a trop de rumeurs sur cette histoire. On ne bouge les rumeurs, et attention.
les rumeurs sont quelque chose de très dangereux parce que ça désinforme et ça fait propager des fake news et ça met mal à l'aise. Ça fait mal à l'aise et c'est pas sain. C'est vraiment malsain. D'autant plus que, pourquoi je vais vous parler de la Turquie, parce qu'on veut imputer à la Turquie une influence assez considérable dans le rapprochement du pouvoir algérien avec les islamistes. Alors, Anwar Haddam a quitté Washington vers 14 h, selon nos investigations, depuis l'aéroport international de Washington. Il est arrivé le lendemain, 8 h du matin, à l'aéroport d'Istanbul. Il est reparti 10 heures de vol, plus exactement, entre Washington et Istanbul. Il est reparti ensuite à 14 h 45 depuis Istanbul vers l'aéroport Ouali Boumediene. Le vol a duré, il est arrivé à l'aéroport Ouali Boumediene à 16 h 40. Le vol a duré plus exactement 4 heures, 3 h 55. Il n'a pas passé de nuit, parce que certaines rumeurs affirment qu'il aurait eu des contacts avec les Turcs, que les Turcs ont été les médiateurs. Les Turcs ont été les médiateurs dans le retour d'Anwar Haddam en Algérie. Ils auraient été les médiateurs avec les services secrets algériens pour obtenir le retour d'Anwar Haddam en Algérie. Ce qui est fou. Non, ça a été une opération gérée par des Algériens, entre des Algériens, notamment par la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. C'est un succès opérationnel. C'est un succès opérationnel pour la DDSE, sur le plan opérationnel. Quand un État récupère un élément jugé subversif, considéré comme terroriste, considéré comme un adversaire redoutable, qui a eu des positions controversées durant toute la décennie noire, quand cet élément il est récupéré, il est rapatrié vers l'Algérie, sous contrôle des autorités algériennes, pour le régime algérien, c'est un succès opérationnel. C'est un coup dur, quelque part, contre les autres mouvements, les autres sensibilités du mouvement islamiste qui demeurent radicalement opposées au régime algérien. Mais sur le plan politique, c'est pas un grand succès. Ce n'est même pas un succès, pourquoi? D'abord, Anwar Haddam n'a pas l'influence qu'on lui prête. Deuxièmement, il est extrêmement âgé. Et trois, contrairement à ce que croit le pouvoir algérien, la menace contre l'Algérie ne provient pas du mouvement islamiste. Et que la solution ne passe pas par les islamistes ou par Anwar Haddam. La solution part par d'autres circuits, par une autre politique, par une réconciliation, comme on l'a dit, plus générale avec tout l'ensemble des enfants de l'Algérie. Je m'explique. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde des années 90. Depuis le Covid-19, depuis la pandémie de la Covid-19, l'Algérie a du mal à se retrouver une place dans le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Il faut dire la vérité, la rivalité croissante et de plus en plus intense entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, les crises climatiques et l'intensification des effets du changement climatique, les crises énergétiques et économiques qui ont vu le jour au lendemain de la guerre en Ukraine, le conflit, les nouvelles implications, les nouveaux enjeux et les nouveaux dessous et les nouvelles dimensions du conflit au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, la normalisation de la majorité des plus grands pays arabes avec Israël, la normalisation prochaine ou le rapprochement de l'Arabie Saoudite et Israël, le retour de Donald Trump au pouvoir après avoir quitté le pouvoir en 2020. Il y a plein d'éléments géopolitiques. Et les avancées du Maroc sur la question du Sahara occidental, où la France, l'Espagne et les États-Unis ont décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, sur pas mal de dossiers, sur le Proche-Orient, sur le dossier du Maroc du Sahara occidental, le dossier de ça, avec les relations avec les pays de l'Union européenne comme la France et l'Espagne, le changement de le fait que la France a reculé sur le continent africain, qu'elle se fait remplacer dans les pays du Sahel par la Russie, l'émergence de la Turquie aussi sur le continent africain, la Russie qui se rapproche, qui s'est beaucoup rapprochée des adversaires de l'Algérie qui sont les Émirats Arabes Unis et qui s'intéresse beaucoup plus à l'Égypte et maintenant au Maroc, à d'autres pays qu'à l'Algérie. Tout ça, c'est des éléments il y a eu des mutations importantes de 2020 à 2025, et ces mutations ont commencé avec la pandémie de la Covid-19, guerre en Ukraine, changement climatique, nouvelle configuration de rivalité entre les grandes puissances mondiales. Ces mutations dépassent les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens sont complètement dépassés par ces mutations. Les dirigeants algériens continuent à penser avec un logiciel qui date d'avant 2020 pour affronter les mutations du monde de 2020-2025. C'est pour ça qu'ils continuent à s'accrocher
bec et ongle à la question du Sahara occidental, qu'ils essaient d'instrumentaliser politiquement toujours la question de la Palestine, qu'ils ont un discours diabolisant. Quelquefois, c'est un discours qui est extrêmement anti-sionisme, mais des fois, il baisse un peu en intensité. On l'a vu depuis le retour de Donald Trump, les critiques contre Israël et contre l'antisionnisme sont en train de s'être réduites significativement. Donc, ils sont dépassés, les dirigeants algériens, par les événements qui les entourent. Ils se sentent attaqués. Vraiment, l'Algérie, effectivement, au-delà, en fait, il y a deux problématiques pour l'Algérie. Il y a d'abord le régime qui est inadapté aux mutations modernes, qui lui-même, dans son fonctionnement, dans ses valeurs, dans sa façon de fonctionner et de voir le monde, il est exposé à un grand danger, parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde qui ne convient, où le régime algérien n'a pratiquement pas de place. C'est un monde où il faut être une puissance émergente, ou si tu n'es pas une puissance émergente, tu dois tisser des alliances avec des puissances qui peuvent te protéger, qui peuvent te permettre de survivre. Ou tu es puissant, ou tu es l'allié avec des puissants. Mais si tu n'es ni puissant et tu n'as pas de bonnes alliances avec des puissants, tu as du mal à survivre dans le monde d'aujourd'hui. Et si tu penses avec des logiciels archaïques, et si tu continues à penser le monde de 2020-2025 comme le monde des années 90, des années 80, des années 70, tu ne pourras pas t'adapter à ce nouveau monde et tu vas te retrouver rapidement ciblé et même pas ciblé, broyé par la machine infernale du changement. Il y a des changements qui sont rapides. Maintenant, on n'a pas suffisamment de recul, mais si on analyse tout ce qui se passe, tout ce que nous avons vécu de 2020-2025, les changements sont trop rapides, trop brutaux sur le plan géopolitique, diplomatique, climatique et économique. Tout est il y a des changements très accélérés. Ces changements accélérés, on a vu la chute de la Syrie, comment elle a pu avoir lieu. On a vu comment l'accord de paix a été conclu rapidement entre le Hamas et la Palestine. Le rôle du Qatar, des Émirats Arabes Unis, le retour rapide, inattendu de Donald Trump au pouvoir. Tout ça, c'est des changements accélérés. Enfin, avec un régime qui est vieux, qui est rentier, qui a une doctrine qui a été construite dans les années 90 et 80, il a du mal à s'adapter. Donc, ils se sont en danger. Le problème de l'Algérie, c'est que même le pays est en danger. Le régime est en danger et le pays est en danger. Nous avons deux dangers, le régime et le pays. Pourquoi le pays est en danger? Une croissance démographique importante, pratiquement presque 50 millions d'habitants bientôt, avec une croissance économique nulle, dépendance toujours au départ des hydrocarbures, et l'Algérie est entourée de conflits. Et elle n'a pas d'alliés. Elle n'a pas de grand allié. On n'a plus d'alliés majeurs. La Chine, elle a pris ses distances avec nous. Ils veulent plus investir et commercer. Ils s'intéressent plus au Maroc qu'à l'Algérie. La Russie, elle est beaucoup plus proche de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite que du Maghreb. L'Algérie, pour elle, c'est juste un partenaire technique, pratiquement. Un bon client militaire et un partenaire technique. Ce n'est plus un allié. La Russie soutient le Mali qui a une politique anti-algérienne, dans la région, par exemple. Le Niger et les pays du Sahel qui ne regardent pas l'Algérie d'un très bon œil, même si le Niger et le Burkina ont maintenu une relation plus ou moins formelle, quelquefois stable, mais pas profonde avec l'Algérie. Donc le pays est en danger parce qu'on n'a pas d'alliés, on a une économie encore sous-développée, une économie rentière, on n'arrive pas à avoir une souveraineté alimentaire comme il se doit, on n'a pas une souveraineté économique comme on se doit, et on n'arrive pas à développer notre pays alors que nous sommes un pays vaste et entouré de conflits. Insécurité au Sahel, problème d'instabilité en Libye, une Tunisie qui est en situation de faillite et d'insécurité totale aussi par rapport à son avenir notamment économique, et une situation de guerre ouverte et de guerre déclarée avec le Maroc voisin à cause du Sahara occidental. Donc, le pays lui-même est en danger. Face au danger, on a deux dangers. Le danger un pouvoir en danger, un pays en danger. Les islamistes ne pourront rien. Les islamistes n'ont pas la solution. Les islamistes n'ont pas la solution. Les islamistes font partie du problème. Les islamistes font partie du problème. Les islamistes ont été un acteur de la décennie noire qui explique les dégâts. Aujourd'hui, ce que nous subissons quelque part, c'est le retard. On n'a pas rattrapé les retards encore de la décennie noire. Pendant 10 ans, le pays était à l'arrêt, détruit, massivement détruit. Il y a eu encore les traumatismes des années 90 qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser. Et on a perdu tellement de temps que nous n'avons pas su le rattraper plus tard. Parce que là, il y a eu la crise de cette politique de 2019 qui a remis sur la table les dysfonctionnements politiques du pays. Nous sommes censés résoudre ces dysfonctionnements à la sortie de la décennie noire. On ne les a pas résolus. Les islamistes ont fait partie du problème. Quelqu'un comme Anwar Haddad ne peut rien rapporter. Il peut apporter une certaine légitimité,
mais il ne peut pas apporter de l'efficacité. Où je mets de l'efficacité, à savoir, le pouvoir algérien aujourd'hui il a besoin de partenaires qui le sortent de son isolement et qui sont capables de lui proposer des solutions pour améliorer la gouvernance, la bonne gouvernance et assurer la cohésion nationale. La cohésion nationale. Or, la cohésion nationale ne peut pas se faire avec les vieux acteurs des années 90. Elle doit se faire avec les acteurs d'aujourd'hui. Qui sont les acteurs d'aujourd'hui? Ce sont les youtubeurs et les opposants qui sont établis à l'étranger. Ce sont les journalistes indépendants qui sont exilés. Ce sont les journalistes qui sont emprisonnés. Ce sont les nouveaux acteurs politiques qui ont émergé après le Hirak et qui parlent le langage de l'Algérie d'aujourd'hui. Anwar Adem ne parle pas le langage des Algériens d'aujourd'hui. Celui qui parle le langage de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est Kamal Karim Tabou, c'est Mohsen Belabès, c'est Boumela, c'est Mustafa Bouchechi, c'est Fethi Kherras, c'est ça, c'est Ali Rdiri. Ce sont les personnes qui ont, les acteurs politiques qui sont sur le terrain depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux les véritables partenaires du pays. C'est pour ça que le Mchem doit commencer d'abord sur le plan national, il doit viser les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont pas uniquement celles et ceux qui sont à l'étranger, mais aussi celles et ceux qui sont sur le territoire national. Et puis la cohésion nationale, elle doit se faire avec des concessions. Il suffit pas de pardonner à quelqu'un et de pardonner à un opposant, lui supprimer les condamnations pénales, ne pas le mettre en prison, ça ne suffit pas. Il faut lui laisser, il faut lui concéder le terrain pour travailler. Il faut que les médias indépendants puissent exister, il faut que les débats puissent s'organiser, il faut que les sensibilités politiques puissent exister, il faut que les démocrates puissent parler, il faut que les progressistes puissent parler, il faut que le RCD retrouve sa marge de manœuvre, il faut que le FFS sorte de sa léthargie, il faut que les opposants puissent s'exprimer et parler, activer dans leur propre pays. Il suffit pas de leur pardonner, de ne pas les mettre en prison. Si on ne les met pas en prison, mais ils vivent sous une chape de plomb, c'est-à-dire dès qu'ils sortent d'une certaine ligne droite qui est tracée préalablement que par le pouvoir et uniquement par le pouvoir et pas en concertation avec les opposants, et dès qu'ils sortent de cette ligne de conduite et ils risquent la prison encore une fois ou d'autres ennuis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que il faut absolument comprendre. Les islamistes, ils sont champions. Pour nous, c'est très facile de faire des accords avec les islamistes. Un islamiste, tu fais un accord avec lui, je me tais, il n'y a pas de problème, je fais plus de politique, je vais jusqu'à je fais que les affaires, je fais la mosquée, le business, et je reste silencieux. Mais le jour où le pouvoir il est faible, il est ébranlé, parce que les islamistes tablent sur le long terme. Ils sont intelligents, ils sont pour le long terme. Ils veulent que notre combat est pour les générations futures ou pour des années à venir. En attendant, ils accumulent de l'argent, ils améliorent leur situation socio-économique et ils s'éloignent du pouvoir, ils laissent le pouvoir tomber lui-même ou gérer lui-même ses propres problèmes. Ils ne vont pas l'accompagner. Sauf que l'Algérie n'a pas de temps. La vision islamiste, pourquoi elle est fausse? Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle n'a pas de temps. Parce que l'Algérie n'a pas le temps. Au contraire, pardonnez-moi, l'Algérie n'a pas le temps. Nous sommes l'ère de l'après-pétrole, c'est dans 2030. À partir de 2030, l'Algérie ne pourra plus exporter ni pétrole ni gaz. Elle aura à peine de quoi satisfaire ses propres besoins. 2030, c'est dans 5 ans. 5 ans, ça passe extrêmement rapidement. Ça passe vraiment rapidement, 5 ans. 5 ans, c'est demain. Hier, on était en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Comment est-ce que quelqu'un a senti le temps passer? Dans 5 ans, on sera plus de 50 millions d'habitants. Beaucoup moins de gaz pratiquement plus beaucoup de gaz à exporter. Pratiquement plus de pétrole. On n'aura plus de pétrole à exporter. On aura une population nettement plus grande que 50 millions, voire plus. 52, 53 millions. Le changement climatique sera plus grave. La sécheresse sera plus grave. Et on n'a toujours pas d'économie. Si on ne prépare pas ce qui va arriver en 2030, les solutions doivent se préparer dès maintenant. Souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté industrielle, souveraineté technologique. Sinon, on sera bouffé, on sera écrasé par les changements accélérés qui vont encore s'accélérer encore plus d'ici 2030. Donc les islamistes, ils attendent que le pouvoir chute, que le pouvoir soit sous pression, qu'il se mette sous pression tout seul, que ses propres problèmes s'aggravent tout seul, puis je remets le pouvoir tranquillement. Mais ils vont hériter du pouvoir d'un pays dans quel état? Nous, on ne cherche pas le pouvoir, nous, on cherche à sauver le pays. C'est ça la différence avec les islamistes. On cherche à sauver le pays. Pour sauver le pays, il faut quoi? Il faut maintenant une nouvelle politique. Il faut maintenant notre gouvernance. Il faut maintenant des réformes. On perd du temps. Le temps qu'on est en train de perdre, on est en train d'hypothéquer l'avenir de l'Algérie. Voilà, moi, pourquoi
je suis pas contre le retour d'Anwar Haddam, mais je suis pas pour qu'on arrête de s'enthousiasmer de faire de Anwar Haddam. C'est un succès opérationnel pour les services de renseignement, mais c'est pas un succès politique pour le pouvoir algérien. Le succès politique, c'est quand tous les opposants de bonne volonté, les technocrates, les compétences algériennes qui se sont exilées parce qu'elles ont fui la répression, le jour où elles vont rentrer entières, quelle que soit sa sensibilité, ses sensibilités, lorsqu'on arrive à faire les états généraux de l'avenir, des réformes nécessaires, les états généraux de la nouvelle Algérie, ce jour-là, on peut espérer quelque chose, mais à condition que la politique actuelle change. Faire rentrer les opposants et leur interdire de s'exprimer ou d'activer ou de militer, ça va être une grave erreur. C'est de prolonger le statu quo. Et si ce statu quo se prolonge, on est en train d'aggraver les problèmes du futur. Parce que les problèmes du futur, on commence à les résoudre dès maintenant. Une fois que ce sera trop tard, on va payer une addition très salée. Vous avez bien vu ce qui s'est passé entre 2020 et 2025 et ce que nous avons subi comme crise, comme problème, comme dysfonctionnement.